Vous faites une différence entre les ravisseurs du baron, donc on voit une prise d'otage qui a duré 63 jours, une remise de rançon à la fin avec un jeu de piste qui a duré 2 jours entre le Fouquet, les 2 obus, Orly. Vous dites qu'aujourd'hui, les ravisseurs n'ont pas du tout le même profil. Je vous cite, on passe de personnes qui ont fait l'école du crime à des gosses qui savent à peine manier une calache. C'est quoi l'école du crime? On le voit sur ces dernières tentatives d'enlèvement. Ce sont des manches. Mais des mômes qui... mais c'est pas pour ça qu'ils n'en sont pas plus dangereux. Ces mômes-là, ils sont capables de tuer n'importe qui. Mais c'est pas préparé. Absolument. Et puis alors, le problème, c'est que, et je fais confiance à la PJ au 36, les cerveaux seront arrêtés tôt ou tard, parce que jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, on n'a que le monnaie frottin. Bonjour à tous, une nouvelle tentative d'enlèvement en plein Paris. C'était il y a quelques jours à peine, la 4e en quelques mois. Le scénario est bien rodé. À chaque fois, des acteurs ou des proches du milieu de la crypto-monnaie sont pris pour cible et des rançons sont réclamées pour leur libération. Mais regardez, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Un acte criminel est en train de se dérouler sur le trottoir devant chez lui. 2 personnes sont victimes d'une tentative d'enlèvement. Ce sont ses voisins. Géraldine, Jérémy, bonjour. Et bonjour à vous, Claude Cancès. Alors, vous êtes une figure du 36, comme on dit. C'est le 36 quai des Orfèvres, la fameuse PJ parisienne dont vous avez été le directeur. Votre histoire, on la retrouve d'ailleurs dans un livre qui est actuellement réédité sur l'histoire du 36. C'est celui-là. On apprend notamment comment vous avez eu à traiter des affaires d'enlèvement avec rançon. C'était assez fréquent dans les années 70. Alors, 50 ans après, j'ai envie de vous dire, ça recommence. Est-ce que ça vous surprend ? Non, vous savez, les voyous, ils s'adaptent à l'évolution de la société. J'ai connu l'époque où les rançons se versaient en monnaie sonnante et trébuchante. Maintenant, on est passé à la crypto-monnaie. Alors, Claude Cancès, ces enlèvements contre rançon, on en a plein nos archives ici à l'INA. Géraldine, vous allez revenir sur une affaire en particulier qui a marqué les Français. Qui a marqué les Français, qui vous a marqué, vous. C'est d'ailleurs un chapitre de votre livre, c'est l'affaire du baron Empin. Alors vous, Jérémy, vous allez nous présenter une figure importante dans ce dossier des enlèvements. Oui, vous avez tout dit. Une figure importante du 36 quai des Orfèvres que vous avez connue aussi et qui en 76 a pris une décision radicale. Voilà, c'est l'inattendu, une fois de plus, au cœur de l'actu. Et bien sûr, comme chaque semaine, vous êtes les bienvenus. À partir des années 60, une série d'enlèvements d'enfants contre rançon a donc secoué la France. Ce sont principalement des enfants de grands patrons d'industrie et de laboratoires qui sont visés. Retour sur ces années sombres avec Clara De Antoni. Jeudi 14 avril 1960, stupeur devant le journal télévisé. Le petit Éric Peugeot, 4 ans, a été enlevé au golfe de Saint-Cloud. Il est le petit-fils du président des usines automobiles et on réclame à sa famille une rançon de 50 millions d'anciens francs. C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment me comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. Le petit garçon est libéré 2 jours plus tard contre le paiement. Et si la France est sous le choc, c'est parce que c'est la première fois que le pays assiste à un kidnapping d'enfants contre rançon. On veut croire impossible le retour d'un tel crime, l'un des plus horribles qu'on puisse imaginer. Éric Peugeot sera le premier d'une longue série qui va viser particulièrement les enfants de grands patrons. Depuis 10 ans, il y a eu bien sûr beaucoup d'enlèvements d'enfants, par exemple 25 rapts en fait depuis celui d'Éric Peugeot. Sur la seule année 1975, on dénombre 7 rapts d'enfants. Parmi eux, Maxime Catalan, 2 ans, petite fille du PDG des laboratoires Roussel. Elle est relâchée au bout de 3 jours contre une rançon d'1 500 000 francs. Ou encore Christophe Mérieux, 9 ans, fils du président de l'Institut pharmaceutique Biomérieux. Lui sera libéré contre 20 millions de francs. Ils te disaient on va te faire rien, c'est une blague. Et puis finalement ils m'ont laissé 5 jours dans la maison. En 1975, les rançons ont été payées à chaque fois par les familles. Claude Cancès, à cette époque, vous étiez commissaire. Vous avez vécu cette période de rapt en série, un phénomène. Comment sont apparus ces enlèvements et ces demandes de rançon en France? Écoutez, la fine fleur du banditisme français a voulu imiter les Italiens. On voit là justement les voitures italiennes de la police de l'époque. À l'époque,
l'Italie connaissait une vague d'enlèvement extraordinaire. C'était devenu une industrie, l'enlèvement. Et je termine rapidement. Une fois sur deux, les rançons étaient versées par la famille à l'insu de la police. Et une fois sur deux, on trouvait un cadavre. Alors, cas particulier, un enlèvement par rapport, avec demande de rançon, par rapport à un braquage plus traditionnel, avec des malfrats qui arrivent avec des basses sur la tête et un pistolet dans la main dans une banque. Oui. C'est le temps, la longueur. Entre le moment où la personne est enlevée et le moment où il est libéré, le baron Ampin est resté 2 mois, Réveillé Beaumont 3 mois. Et voilà. Et ces voyous-là préparaient ces rapts avec beaucoup de... On gagne plus d'argent avec un enlèvement contre rançon qu'avec un braquage à la banque? C'est moins risqué peut-être? Oui, oui. Non, la banque, vous faites un braquage, ça va vite. Hein, et puis, en général, ça se passe pas trop mal pour les voyous. Hélas, ils sont arrêtés après. Alors, on a beaucoup parlé des enfants, mais à cette époque-là, il y a aussi des grands patrons qui sont enlevés. Hein. Vous vous souvenez sûrement de Louis Hazan, PDG d'une maison de disques en 1975, de Guy Todorov, directeur général adjoint de la firme d'importation automobile Saab France en 1976, ou encore Luciano Réveillé Beaumont, le PDG de Fiat France, c'était en 1977. Le point commun à ces rapts, c'est finalement l'importance financière. Ce sont des riches qui sont visés. Oui. Et la conclusion, point commun, toutes ces affaires-là, non seulement les rançons n'ont pas été versées, d'abord, commençons par les otages ont été libérés, les rançons n'ont pas été versées, et la quasi-totalité des malfaiteurs a été arrêtée. Ce qui a la stratégie d'Ottavioli, qui avait décidé de ne pas céder, a été payante. On va reparler d'Ottavioli un petit peu plus tard. Alors, les années 60 coïncident avec l'augmentation des attaques à main armée. Et c'est à cette époque, en 1964, que la brigade de recherche et d'intervention est mise en place, la fameuse anti-gang. Ce sont tous des policiers qui, en moyenne, ont un âge de 35 ans, qui sont formés aux techniques policières, mais qui, par contre, ont tous des titres de champion en matière de tir ou en matière de sport. Le but recherché, je vous le dis, c'est la sauvegarde des otages, qui, à mon avis, est la chose principale, car c'est là-dessus que toute l'affaire se joue. Mais ce que nous cherchons, nous, c'est à neutraliser l'adversaire. Et neutraliser l'adversaire sans toucher aux otages, sans les atteindre dans leur existence. Voilà des visages qui vous sont familiers, hein, Claude Cancès. Vous étiez au cœur de l'actualité, au cœur de ces enlèvements à cette époque. Alors, une nouvelle brigade pour lutter contre le grand banditisme et notamment les prises d'otages. Qu'est-ce que cette unité avait de différent par rapport au reste de la police? L'idée de François Lemoyle a été géniale. Au lieu de partir du crime pour aller vers le criminel, on part du criminel potentiel vers le crime. Et deuxième, vraiment extraordinaire, plus de procédure. Les gens d'anti-gang arrêtaient les voyous, ils étaient déférés, c'était notre service qui s'occupait de l'exécution des commissions rogatoires et l'anti-gang pouvait repartir le lendemain. Et ça existe toujours et cet anti-gang a fait des petits à travers la France. Et tous nos problèmes à l'heure actuelle de sécurité viennent là. Nos collègues nous le disent en permanence, ils sont harcelés par la paperasserie, ils passent plus de temps devant les ordinateurs que sur le terrain. Alors, il y a la police, on vient d'en parler, mais il y a aussi la justice et la politique. On l'a vu dernièrement, Bruno Retailleau a reçu les acteurs de la crypto-monnaie pour parler de cette vague d'enlèvement. Est-ce qu'il faut une réponse politique? Quelle pourrait être face à ces rapts qui ressurgissent dans notre paysage? Vous avez un début de réponse avec la réaction de la police judiciaire du 36, avec l'arrestation il y a peu, quasiment en flagrant délit. Hein, le crypto-monnaie est enlevé un jour, 48 heures après, libération de l'otage. Et puis, à ma connaissance, aucune réussite dans toutes ces affaires. Je pense qu'ils se sont inspirés un petit peu de l'affaire Ampin avec l'histoire du petit doigt, mais ils vont comprendre tôt ou tard qu'il ne faut pas persévérer dans ce domaine. Vous n'allez pas nous spoiler toute l'émission, attention. Éric Larchevêque, un entrepreneur en crypto-monnaie qui a été reçu par Bruno Retailleau, a déploré sur le réseau social X une mexicanisation de la France et une justice trop laxiste sur ces affaires. Vous êtes d'accord avec lui? Oui,
le flic se plaigne toujours du laxisme de la durcir les peines. Et il est évident que si les voyous à l'époque d'Ottavioli n'avaient pas été déférés avec des peines de prison plus de 20 ans, eh bien, ces infractions auraient continué à persévérer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ottavioli et surtout donc cet anti-gang ont changé la manière de travailler de la police française? Aujourd'hui, il y a plein de petits bébés, j'allais dire, de l'anti-gang dans notre paysage policier. Tout à fait. Vous savez comment il a été surnommé par vos confrères à l'époque? Monsieur Anti-Rap, Ottavioli. Bon, eh ben on va s'intéresser justement à d'autres raps, avec un qui a plus particulièrement marqué, j'allais dire, les esprits, mais qui fait presque aujourd'hui partie de l'histoire française. Géraldine, on l'a dit, depuis décembre, il y a eu 4 enlèvements, une tentative d'enlèvement en France. Alors des enlèvements, des demandes de rançon qui, jusqu'à la tentative de rapt du 13 mai, filmé en plein jour, que l'on a vu au début de cette émission, n'étaient pas vraiment médiatisés. Comment c'était avant? Comment ça se passait, les rapts et les médias? Alors, fut un temps où les médias étaient beaucoup plus bavards qu'aujourd'hui dans ces affaires d'enlèvement avec rançon, quitte même à compromettre parfois les enquêtes. Je vais vous parler d'une affaire que vous qualifiez dans votre livre des plus symboliques et des plus médiatiques, à tel point que le 23 janvier 1978, elle fait l'ouverture du JT. Bonsoir. L'un des plus puissants hommes d'affaires d'Europe, le baron Édouard Jean Empain, président-directeur général du groupe franco-belge Empain-Schneider, a été enlevé ce matin près de son domicile parisien avenue Foch. Aucune menace n'a précédé cet enlèvement et jusqu'à maintenant, aucune demande de rançon n'a été faite à la famille. Alors, le baron Empain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personnalité internationale à la tête d'un empire industriel. Il a été enlevé alors qu'il sortait de chez lui à 10h30, en plein Paris, avenue Foch, donc à 2 pas des Champs-Élysées. L'affaire défraie tout de suite la chronique. Les journalistes font carrément, le jour même, une reconstitution de son enlèvement. En tout, j'ai calculé, près d'un tiers du JT de TF1 de ce 23 janvier 1978 est consacré à cet enlèvement, avec, vous le voyez, une présentation avec des photos XXL du baron et même de ses industries. Cette affaire, eh bien, elle est suivie au plus haut sommet de l'État, avec la création d'un état-major de crise. Les médias sont vraiment à l'affût du moindre indice et les programmes télé sont complètement interrompus pour suivre au plus près cette affaire. Bonjour, l'actualité intervient exceptionnellement sur notre antenne à 14h pour vous donner cette information. Les vrais ravisseurs du baron Empain sont entrés en contact avec la famille. Ils ont fourni une preuve officielle qu'ils détenaient bien le baron et demandent une rançon. Nous vous tiendrons heure par heure au courant de cette affaire si de nouveaux éléments intervenaient dans le courant de l'après-midi. Merci. Alors la preuve de vie, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un bout de phalange de l'auriculaire du baron, placé dans du formol, retrouvé dans une consigne Gare de Lyon. C'est la première fois que ça arrive, c'est la première fois que des ravisseurs s'en prennent à l'intégrité physique d'un de leurs otages, et avec une demande de rançon absolument exorbitante. La prise d'otage va durer 63 jours, vous l'avez dit tout à l'heure, presque 2 mois, enfin plus de 2 mois même. Alors les journalistes tentent de faire parler la famille, on le voit là, ils sont à côté de la fille Empain pour savoir si oui ou non la famille va verser la rançon. Les médias vont même jusqu'à dévoiler une tentative de rançon qui a eu lieu à Megève, en expliquant le dispositif policier. Avant la remise de rançon. Alors c'est après coup, oui, mais ils expliquent tout ce qui était prévu. Donc cette remise a échoué, mais en fait le fait de diffuser ça, même quelques jours après, fait comprendre aux ravisseurs que la police est dans le coup et qu'ils n'ont pas affaire simplement qu'avec la famille. Et quand dans la nuit du 24 au 25 mars, une autre tentative de remise de rançon tourne mal, un ravisseur est tué, les journalistes sont là quelques minutes après, quelques heures après pour filmer. On le voit, des traces de sang au sol d'un des ravisseurs tués. Finalement, le baron Empain sera libéré le 27 mars et dès que la presse l'apprend, direction tout de suite avenue Foch, au domicile du baron, où, après plus de 2 mois de captivité, il vient d'être entendu par la police, par Ottavioli qu'on a cité, et la presse, veut tout savoir. Un peu après minuit, le commissaire Ottavioli sort du domicile de l'industriel et c'est la ruée des journalistes. Oh,
Ne poussez pas. A fait prévenir qu'il valait mieux libérer le baron. Est-ce qu'il y a une remise de rançon? Certainement pas. Dans quel état est-il? Que le baron Pinte il était libéré. Écoutez, il semble en bon état de santé, sauf effectivement qu'il a été mutilé. Est-ce que vous pensez qu'il pourra nous parler? Ça ma casquette. Est-ce qu'il est dans un état de santé qui lui permettra de nous dire quelques mots? S'il le désire, je pense que oui. Et vous confirmez qu'il n'y a pas eu de remise de rançon pour le baron Empin? Bien sûr. C'était juste pour vérifier. Non, c'est sûr. Je confirme. Le baron sera donc ensuite hospitalisé à Neuilly et les journalistes seront encore là en duplex de l'hôpital de Neuilly. On apprend que le baron a perdu 15 kilos, que son amputation nécessite des soins. Quelques jours après la libération, le magazine Paris Match va même publier cette une, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec une photo que les ravisseurs avaient envoyée à la famille. On voit le baron avec des chaînes autour du cou. Alors, on ne sait pas comment ils ont récupéré cette photo, c'est un mystère. Mais en tout cas, la presse était vraiment à l'affût du moindre indice. Claude Cassès, vous avez travaillé sur cette affaire. Est-ce que les journalistes qui ont essayé par tous les moyens d'avoir des informations ont failli faire échouer cette affaire? Je n'irai pas jusque-là, mais ils vous ont embêté. Ils ne nous ont pas facilité la tâche, c'est évident. Un mot rapide sur l'affaire Hazan. Pendant une semaine, tous les médias étaient au courant de l'enlèvement de Louis Hazan. Pas une fuite. Et là, ça a fuité, par contre. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Évidemment, la personnalité du baron était peut-être plus vendable sur le plan des médias. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Vous faites une différence entre les ravisseurs du baron. Donc, on voit une prise d'otage qui a duré 63 jours, une remise de rançon à la fin avec un jeu de piste qui a duré 2 jours entre le Fouquet, les 2 obus, Orly. Vous dites qu'aujourd'hui, les ravisseurs n'ont pas du tout le même profil. Je vous cite, on passe de personnes qui ont fait l'école du crime à des gosses qui savent à peine manier une calache. C'est quoi l'école du crime? On le voit sur ces dernières tentatives d'enlèvement. Ce sont des manches. Mais des mômes qui... mais c'est pas pour ça qu'ils n'en sont pas plus dangereux. Ces mômes-là, ils sont capables de tuer n'importe qui. Mais c'est pas préparé. Absolument. Et puis alors, le problème, c'est que, et je fais confiance à l'APJ, au 36, les cerveaux seront arrêtés tôt ou tard, parce que jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, on n'a que le monnaie frottin. Alors, que faire face à une prise d'otage? On a légèrement abordé le sujet tout à l'heure. La solution a été trouvée dans les années 70. Voilà, nous sommes donc dans les années 70. La brigade criminelle a décidé de ne plus payer la rançon aux ravisseurs. Un homme a pris cette décision, Jérémy. Bon, on va tuer tout suspense. Vous avez connu cette personne, ce policier que vous avez côtoyé au 36 quai des Orfèvres, Claude Cancès. Il s'agit de... Pierre Ottavioli. Pierre Ottavioli. On a déjà beaucoup cité. On a déjà beaucoup cité, exactement. Pierre Ottavioli, alors Ota, Papa Oscar pour les intimes, c'est une figure du 36. Il a notamment dirigé les 3 principales brigades. Il a travaillé pendant 30 ans, la mondaine, le grand banditisme. Le Sablonnais. Exactement, à la brigade criminelle. Vous êtes connu de 75 à 79. Alors dans les années 70, Pierre Ottavioli se rend compte d'une chose. On l'a dit en début d'émission, en Italie, la mode est au kidnapping avec demande de rançon. Et très souvent, l'otage est tué. On va le voir dans cet article du Monde du 11 février 1975 qui résume la situation. L'Italie est malade des enlèvements. De 8 enlèvements en 1972, on est passé à 17 en 1973, puis à 46 en 1974. Et cette mode du kidnapping, elle va traverser les Alpes, elle va arriver en France avec plusieurs enlèvements, on l'a vu dans le sujet en début d'émission. Mais Pierre Ottavioli, il ne veut pas de cette situation, et en 1976, il prend une décision radicale. La rançon ne sera pas remise aux ravisseurs, ou si elle est remise, les ravisseurs seront arrêtés au moment où ils viennent de la prendre. Ça vous a fait applaudir, cette décision. Voilà. C'est clair. C'est clair. On ne peut plus clair. On ne peut plus clair. C'est Pierre Ottavioli, vous l'avez dit aussi au début de l'émission, monsieur anti-rap par les médias, surnommé par les médias, ne veut plus que la police paye de rançon. Pour info, il est allé voir le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, pour lui annoncer sa décision. Il n'y a pas eu de note écrite. C'est ce que m'a raconté René-Georges Kéry, qui est un ancien policier du 36, que vous devez sûrement connaître aussi, qui a travaillé avec Ottavioli au 36. Alors, cette décision, elle a été prise en 1976. En 1976, c'est pas une date au hasard, c'est l'affaire Louis Hazan, notamment début 1976, ce PDG d'une société de disques qui est kidnappé en pleine Réunion. Et pour le libérer, Pierre Ottavioli va mettre en place une technique avec l'aide notamment de l'Antigan qui s'occupe des filatures.
Il fait croire aux ravisseurs que la rançon va être versée, et c'est là que la méthode Ottavioli entre en jeu. Première réaction, sur la voie du bon sens, eh bien la fermeté à payer. Bravo. Le jeu était extrêmement serré, mais il fallait le jouer. La police l'a fait, beaucoup doutaient. La fin a montré que les moyens étaient les bons. 3 gangsters en prison, la victime en liberté, l'argent à la banque en quelques heures, entre hier et ce soir, à la même heure. Comme on dit, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et cette technique, elle fonctionne à chaque fois. Entre 1976 et 1978, la criminelle a dû gérer 5 cas d'enlèvement. Et toutes les rançons ont été récupérées et les otages ont été libérés aussi. Voilà, exactement. Et Claude Cancès, alors, je le répète, vous avez travaillé aux côtés de Pierre Ottavioli au 36, donc de 75 à 79. Il a vu ce qui se passait en Italie, donc il a décidé que la police ne paierait plus de rançon. Très sincèrement, au sein du 36, cette décision, elle a été prise comment? Je pense que... Ça a été plutôt perçu comment au sein du 36? On s'est posé la question au début, mais connaissant le patron, on s'est dit, manifestement, il prend la bonne décision. Et vous savez, j'ai un souvenir, je ne suis pas prêt de l'oublier. Dans le premier message que les ravisseurs envoient à la famille, parce que la police était censée pas être aller chercher un message dans un conseil de la gare de Lyon, il y a la lettre du baron Ampin qui crie au secours, et puis il y a le petit bout du doigt du baron Ampin. Et dans le bureau de Maigret, 36, quai des Orfèvres, on est une dizaine à observer Ottavioli qui vient de recevoir le flacon, qui le prend entre le pouce et l'index. Et vous l'avez vu, vous avez vu ce petit bout de doigt du baron. Bien sûr, avant de le faire expertiser, on avait la conviction. Et comment on réagit? C'était quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passait dans ce bureau cette ambiance-là, on se dit... Un bout de doigt, quand même. Avec les messages suivants, que va-t-on recevoir? Et autant, tenant entre le pouce et l'index ce petit flacon, on était tous suspendus à ses lèvres. On ne cédera pas. Pour répondre à votre question concernant le ministre de l'Intérieur, là, il n'avait pas eu le temps de prévenir sa hiérarchie. Donc, il prend, lui, la décision, on ne cédera pas. Il partait du principe que les voyous, tant qu'ils n'avaient pas l'argent, l'otage ne risquait rien. Et ça, tout le monde au sein du 36 partageait cette position. Alors, là, sur ce coup-là, on a dit bravo, patron, mais on lui a fait confiance et... Quel souvenir vous regardez d'Ottavioli? Parce que là, on vous applaudissez, mais après coup, quand on sait que cette technique a marché, est-ce qu'il n'y a pas eu des craintes ou de se dire, mais il est un peu tête brûlée? C'était quoi l'ambiance avec ses équipes entre eux? Non, il avait l'expérience pour lui. Vous savez, à cette époque-là, lorsque vous arriviez patron de la crime, vous aviez un cursus, vous aviez débuté par les petits commissariats, à faire des procédures, les pendus, les petites affaires minables, si je puis dire. Et puis, on connaissait bien le patron de la crime, il connaissait sa boutique. Hein. Et une question pour revenir sur le petit doigt du baron Ampin. On l'a dit, hein, c'est là dans les enlèvements qu'il y a eu récemment dans l'univers de la crypto-monnaie, ça a été envoyé. Il y a eu 2, je crois, petits doigts envoyés. C'est quoi c'est une symbolique particulière, le petit doigt, dans les enlèvements? Non, tout simplement, si vous ne versez pas la rançon, attention. Hein. Attention, on reste ce qu'on peut faire. C'est ce qu'il va y avoir après. Okay. Pourquoi les ravisseurs du baron Ampin ont envoyé le petit doigt? Parce que toutes les affaires qui s'étaient déroulées avant, c'était mal terminé pour les malfaiteurs. Ils ont dit, mais là, la police n'osera pas intervenir. Je reviens à l'affaire Louis Hazan qu'on a vue dans les écrans. Vous êtes fait passer à l'époque en 76 pour un salarié de la maison de disques pour aller remettre une vraie fausse rançon. Et la femme de Louis Hazan avait peur que vous mettiez la vie de son mari en danger. C'est compliqué de gérer les familles dans ces moments-là. C'est compliqué. Le but d'Ottavioli, c'était de sympathiser avec les proches. Et moi, j'étais pas flic, j'étais censé être un membre de la société. Le soir où on arrête en flagrant délit, place à la Bastille, les malfaiteurs, je portais la rançon d'ailleurs avec un collègue de la BRI, je peux vous dire que Mme Hazan est venue au bureau avec Nana Moscori. On s'est tous, lâchement, on est parti, on a quitté le bureau, on a écouté derrière la porte, elle a traité à Ottavioli de tous les noms. Vous êtes un assassin, mon mari est mort. Madame, votre mari, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, dans le même bureau, avec les mêmes acteurs, on buvait le champagne. Claude Cancès, on va revenir sur une prise d'otage qui vous a plus particulièrement marqué.
Nous sommes en 1978 et cette prise d'otage se déroule dans l'ambassade d'Irak et elle a coûté la vie à un de vos collègues, l'inspecteur Jacques Capella. Ceci est un document. C'est à ce moment que l'invraisemblable s'est produit. Les policiers pensaient que le danger venait des malfaiteurs. En fait, ce sont les gardes de l'ambassade qui ont ouvert le feu sur les hommes de la brigade anti-gang et de la police judiciaire. Étrange issue que celle du siège de l'ambassade d'Irak à Paris. La fusillade que nous venons de voir a fait 2 morts, un inspecteur de la police judiciaire et un employé de l'ambassade, abattus tous deux par les services de sécurité de l'ambassade qui ont ouvert le feu. Voilà, Claude Cancès, vous étiez là ce jour-là, lors de cette prise d'otage. Un collègue qui meurt devant vos yeux, il était à vos côtés. Ça nous rappelle la difficulté de ce métier et l'incertitude autour de cette prise d'otage. Quand on entre dans la police, on sait qu'on va exercer un métier difficile, à risque. Mais lorsqu'on a des responsabilités, j'étais jeune commissaire, mais Jacques Capella, qui était un ami, on avait débuté ensemble à la brigade mondaine, et que vous sortez de la voiture après la fusillade et vous le voyez les yeux révulsés. Il ne devait pas être là ce jour-là en plus. Hein. Pardon. Il ne devait pas être là ce jour-là. Absolument. C'était le 31 juillet. Il devait reprendre son boulot le 1er août. Et comme le font la plupart des collègues, faisaient à l'époque et le font encore maintenant, il écoute à la radio fusillé à l'ambassade d'Irak, il appelle son service, tous les collègues sont sur le terrain. Il est venu sans qu'on lui demande. Et il en est mort. Claude Cancès, merci d'être passé par le plateau de l'Inattendu pour revoir avec nous ces souvenirs et nous expliquer le phénomène des enlèvements. Je rappelle le titre de votre livre, hein, 36 quai des Orfèvres, c'est une réédition. Merci Géraldine, merci Jérémy, et merci à vous qui nous suivez chaque semaine. On se retrouve très vite sur le canal 27.